Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne. Et puis aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir une invitée qui s'appelle Isabelle Azizi. Cette invitée, elle est psychologue FSP et puis elle s'est formée après à la nutrition. Donc c'est autour de ces aspects psychonutritionnels qu'on va discuter aujourd'hui et principalement autour de l'image corporelle. Donc, c'est une thématique omniprésente dès qu'on parle du rapport à la nourriture. Et puis, Isabelle, elle en a fait son cheval de bataille. Donc, je suis super heureux de t'accueillir aujourd'hui, Isabelle. Merci, hello. Merci à Et toi de m'avoir invité. avec grand plaisir. Et puis, j'aime bien commencer avec cette question, c'est te présenter en disant quelque chose que peu de personnes connaissent sur toi. Ça marche? Je m'appelle Isabelle et puis toi et moi, on a déjà en commun d'être psychologue, mais on a un autre point commun, c'est que je sais que toi, tu aimes bien la danse. On te voit souvent danser dans tes vidéos. Et puis moi, c'est aussi une de mes passions. Je fais de la danse depuis que je suis ado, du hip-hop, des danses urbaines. Et puis c'est vraiment quelque chose qui me fait vraiment du bien. Et puis peut-être quelque chose que les gens ne savent pas, c'est que un de mes groupes de danse a participé au championnat du monde de hip-hop à Las Vegas, où ça date, en 2009, mais c'était une super expérience, c'était vraiment génial. Ok, donc tu es allé à Las Vegas pour... Ouais. c'est un championnat du monde qui regroupe toutes les danses hip-hop ou c'est des... par Alors c'était le catégorie? championnat du monde de hip-hop, et puis nous, on avait été sélectionnés, le groupe avait été sélectionné ici en Suisse, en terminant troisième du championnat suisse. Magnifique. Et ce groupe, il existe toujours ou vous êtes à la retraite? On est à la retraite. Moi, je danse toujours pour moi et puis ma collègue qui m'accompagnait à l'époque aussi. Mais maintenant, voilà, c'est chacun a pris son chemin et puis on continue la danse pour notre propre plaisir qui est indispensable à mon équilibre vital, on va dire. Trop bien comme anecdote. Et c'est bien parce que il y a beaucoup de gens qui voient les psys juste dans leur rôle de psy et qui oublient qu'en fait, on a des vies à côté et puis qu'on peut avoir des vies assez mouvementées aussi. Et puis la danse, tu parles de que c'est vital pour ton équilibre, mais c'est même prouvé scientifiquement, alors que l'activité physique est une des meilleures choses qu'on puisse faire pour la santé mentale, mais principalement la danse. Alors, pour quelles raisons, je ne sais pas exactement, mais je pense qu'il y a le côté aussi musique qui joue là-dedans. Donc, s'il y a des gens qui hésitent à reprendre la danse ou à la commencer, je peux que les encourager. À fond, Bon, exactement. peut-être qu'il faudra qu'on fasse une autre vidéo de battle de danse. Trop, exactement, ouais, on lance une nouvelle idée, ouais. Alors, toi, tu t'es spécialisé dans l'accompagnement sur l'image corporelle. Alors, peut-être avant qu'on aille dans les détails, comment est-ce que tu en es arrivé à vouloir te spécialiser un peu dans cette problématique? En fait, moi, j'ai toujours été intéressée par les questions autour de l'alimentation. J'ai assez vite compris que les gens savaient très bien comment il fallait manger, que les messages autour de, voilà, il faut manger des légumes, il faut manger varié, c'est assez bien compris, mais que le problème se situait pas tellement dans qu'est-ce qu'il faut manger, mais de la relation qu'on a avec l'alimentation. Et cette relation avec l'alimentation, elle découle aussi de l'image qu'on a de son corps. Comme peut-être on va en parler après, cette image corporelle, elle est importante parce qu'on essaye de modifier son corps. On va essayer d'avoir des comportements pour modifier son image corporelle et ça va passer par l'alimentation le plus souvent. Du coup, j'ai compris que l'aspect psychologique, l'aspect émotionnel, il était vraiment très, très important quand on parle d'alimentation. Ok. Et donc, moi, c'est quelque chose que je constate aussi. Je travaille avec la nutrition, mais c'est pas quelque chose de laquelle je suis spécialisé. Et je trouve que c'est des problématiques qui sont vraiment pas évidentes parce qu'il y a plein d'enchevêtrements d'influence en fait par rapport à l'image corporelle qu'on se forme, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau sociétal, différentes pressions qui peuvent y avoir. Euh, Est-ce que tu arrives à nous expliquer en fait qu'est-ce que c'est déjà l'image corporelle et puis comment elle se forme, que ce soit qu'elle se forme bien ou moins bien?
Mhm. Alors, tu vois, il y a plusieurs définitions de l'image corporelle, mais moi, j'aime bien dire qu'en fait, l'image corporelle, c'est la représentation qu'on se fait de notre propre corps. Donc, quand on dit représentation, ça veut dire que c'est comme un package de pensées, d'émotions qu'on a sur notre corps. Donc, dans l'image corporelle, il y a comment on se sent dans notre corps, donc les expériences, on va dire, proprioceptives, les sensations physiques, les sensations internes mais aussi les sensations et l'expérience visuelle qu'on fait de l'extérieur de notre corps. Mais il y a aussi ce qu'on croit que les autres pensent de notre corps et ce qu'on ressent à propos de ce qu'on imagine que les autres pensent de notre corps ou des messages qu'on reçoit. Et puis, il y a ce qu'on ressent, donc nos émotions, nos pensées quand on pense à notre corps. Donc, tu vois que c'est assez compliqué, mais du coup, c'est une construction, on va dire, imagée de notre corps. Et puis, cette perception ben, globale, elle peut être soit positive, soit négative. L'image corporelle négative ou l'insatisfaction corporelle, ben, en fait, souvent, elle résulte d'une souffrance qui vient entre la différence entre ce que je perçois de mon corps et l'idéal auquel j'aimerais arriver en termes d'image corporelle. Donc c'est cette différence en fait qui nous fait souffrir. C'est de se Mhm. dire, mince, je suis pas comme ça, j'aimerais tellement être comme ça va pas, ça va pas dans mon corps. Et cette différence-là, bah, c'est ça qui peut amener de la souffrance. Et puis à l'opposé, bah, une image corporelle positive. Alors souvent, il y a un peu une incompréhension sur ce terme-là. C'est pas ah, je suis trop belle, je suis trop beau, c'est pas ça. C'est vraiment de pouvoir accepter en fait comment est son corps, avec ses caractéristiques objectives qui peuvent être soit agréables, soit désagréables pour nous. Mais en fait, d'accepter ça et puis de voir plutôt bah, le bon fonctionnement du corps et d'avoir aussi de la gratitude sur ce que notre corps nous permet de faire. Donc ça, c'est un peu la définition de l'image corporelle. Et puis, ben, comme tu l'as dit avant, je pense qu'elle se forme avec les expériences qu'on peut vivre tout au long de sa vie avec son corps, les choses qu'on entend sur notre corps, les remarques qu'on peut nous faire, mais aussi ce qu'on va voir autour de nous. Je prends souvent l'exemple de quelqu'un qui aurait eu un de ses parents ou les deux parents qui sont tout le temps au régime, qui font tout le temps des remarques négatives sur leur propre corps. Eh ben, on va internaliser le fait que le corps, c'est un problème et puis qu'il faut changer les choses et que telle ou telle caractéristique, et souvent, ben, c'est le poids, que être gros, c'est un problème et qu'il faut changer ça. Bien sûr, comme tu disais aussi, les attentes de la société puis les injonctions de la société font que souvent on développe une image de soi qui peut être voilà, loin de l'idéal qu'on nous propose et puis qui va créer aussi de la souffrance. C'est intéressant parce que c'est vrai que du coup, tu dis une image positive, c'est pas forcément dans le fait d'arriver à voilà, être super fier de son corps ou quoi, c'est plus dans l'absence finalement de jugement par rapport à ça, que c'est pas forcément un sujet en soi, qu'on se pose pas forcément la question de ah, mais est-ce que je me trouve attirant ou pas, est-ce que mon corps il est beau ou pas, on le prend comme il est et puis on l'apprécie pour ben, ses fonctions. Mhm, exactement. Ouais, bien sûr qu'il peut y avoir aussi des moments où on se dit, ah, cool, aujourd'hui, ouais, je me sens bien. Bah oui, c'est aussi pouvoir dire ça. Mais c'est aussi pouvoir accepter qu'il y a des jours où non, ben voilà, c'est pas une bonne journée avec le miroir, mais qu'en fait, il y a aucun souci avec ça, puis que ça nous empêche pas de faire des choses, et puis qu'on va pouvoir avoir des comportements aussi proactifs pour prendre soin de soi, malgré le fait qu'on n'apprécie pas forcément son image. Hmm. Et est-ce que tu vois, bah, ça fait quand même plusieurs années du coup que tu es dans ce domaine. Est-ce que tu as vu des évolutions en termes, parce que tu parles d'idéal et de la différence que ça peut créer. Est-ce qu'il y a eu des différences dans la représentation de cet idéal? Parce que si on regarde ce qui a été valorisé dans le corps des femmes, parce que ben, j'imagine que c'est plutôt des femmes que tu accompagnes en grande majorité, ben, on est passé un petit peu de Paris Hilton, le thigh gap, des personnes hyper filiformes à Kim Kardashian, et puis des formes voluptueuses. Toi, c'est quoi l'évolution que tu as vue euh, chez tes clientes? Alors, je dirais que bien sûr, il y a ces évolutions-là et ces changements dans la société qui font que c'est encore plus aberrant de s'imaginer pouvoir y coller, parce que ça change tellement que c'est comme si c'était
la mode dans les vêtements. Ça change toutes les saisons, puis Ouais. presque dans l'image corporelle, ça change aussi hyper rapidement. Mais je crois qu'en fait, peu importe l'idéal du moment, en fait, c'est toujours les mêmes souffrances. C'est toujours de se dire, je corresponds pas à un idéal qu'on attend de moi. Et puis, c'est en fait, souvent, oui, c'est par rapport au poids. Donc, les personnes qui viennent me voir, effectivement, c'est souvent des femmes, elles désirent perdre du poids. Et en fait, c'est compliqué, je trouve, dans notre société, avec en plus les réseaux sociaux, parce qu'il y a un peu, si on veut bien, deux courants qui sont un peu antagonistes et puis qui sont parfois vraiment en rivalité. Tu sais aussi, comme moi, que les réseaux sociaux, ben, ça vraiment, ça cristallise un peu les flux de pensée. Et il y a un peu cette idée de qui est très bien, où il y a de plus en plus d'acceptation corporelle, il y a beaucoup de comptes qui valorisent ben, le fonctionnement du corps, tous les corps sont beaux, enfin ça c'est vraiment hyper important, puis il y a vraiment ce mouvement-là qui est en train de se mettre en place, donc ça c'est super. Mais je trouve que d'un autre côté, il y a aussi une cristallisation de la grossophobie, il faut no pain, no gain, il faut vraiment aller au fitness, avoir un mode de vie hyper sain, parce que sinon c'est que vous manquez de volonté, c'est que vous vous laissez aller. Et puis il y a ce côté très grossophobe d'un côté. Et je trouve que pour les patients, c'est très difficile de se retrouver là au milieu parce qu'ils se retrouvent bloqués entre plein d'injonctions en fait extérieures qui leur disent non, il faut être comme ça ou bien non, il faut être comme ci. Et puis ça, c'est très difficile à vivre. Moi, ce que j'entends beaucoup, c'est que les messages sur les réseaux sociaux et la comparaison sur les réseaux sociaux, c'est difficile, peu importe le type de Hmm. morphologie. Et puis l'influence aussi des médias, de la publicité, c'est aussi difficile. Ça nous renvoie toujours à cette image qu'en fait, bah, on ne correspond pas à ce qui est attendu de nous dans la société. Ouais, puis je pense que tu mets vraiment le doigt au bon endroit parce que en fait, le problème, il est dans le postulat de base que je juge que, en fait, je suis pas adéquat dans l'état actuel. Et puis après, ben, en effet, plus il y a de points de comparaison, plus c'est difficile parce que finalement, tout d'un coup, je me dis, OK, bon, ben, c'est ça l'idéal ou c'est ça que je vais suivre. Puis finalement, il y a aussi là, et puis là, et puis là, d'autres exemples, d'autres injonctions. Donc finalement, tant qu'on va partir du postulat que mon corps est inadéquat, que je dois le changer pour pouvoir me sentir bien, de toute façon, ça va pas jouer. Mhm. Quel, euh, alors, mais c'est intéressant, tu parles du mouvement justement body positive. Euh, je me rends pas bien compte justement de l'effet réel que ça a. Est-ce que réellement ça aide les personnes qui ont des corps qui sont hors des standards de beauté actuels? Ou est-ce que finalement, justement, ça envoie juste un message en plus, un autre référentiel, une injonction en plus, et qui amène plus de confusion qu'autre chose? Mhm. Alors moi, je pense qu'il y a quand même un gros effet positif, c'est la visibilité en fait, la visibilité de tous les corps possibles. Et puis ça, c'est hyper important. Donc je pense que plus on va montrer de corps variés, plus ça va être finalement accepté, ben voilà, que cette diversité, elle fait partie de la vie. Maintenant, bien sûr, le risque de ça, mais c'est pas une raison pour arrêter, c'est que ça soulève parfois une vague de haine et d'incompréhension qui peut être dévastatrice pour les personnes qui subissent cette haine-là. Donc, on voit beaucoup de commentaires vraiment qui sont irrespectueux sur les réseaux quand des personnes grosses ouvrent des comptes, font des posts sur la tolérance corporelle. Et puis je pense que ça, vraiment, bah, les personnes qui sont en situation de souffrance doivent vraiment apprendre à se protéger. Puis ça, c'est aussi difficile parce qu'il y a tellement de messages différents qu'apprendre à se protéger sur les réseaux, c'est difficile. Mais je pense quand même que ce mouvement-là, il est très, très important. Alors moi, plus que le body positif, je prônerais plus le body acceptance, donc Mhm. l'acceptation corporelle, parce que finalement, dans le body positif, il y a aussi certains extrêmes où c'est je dois absolument m'aimer, allez, je m'aime, je suis belle, et puis allez, forcez-vous à vous mettre en bikini l'été. Et je trouve que ça, c'est pas facile non plus, parce que ben, on n'en est pas tous au même stade d'acceptation corporelle. Et puis je pense qu'il faut vraiment y aller par étapes et puis se dire, ben, moi, par exemple,
Si c'est difficile d'aller à la plage en bikini, ben, il y a plein d'autres manières de profiter de ce moment-là et puis de trouver, de mettre un paréo ou de faire autre chose. Donc parfois, d'y aller à son rythme et puis d'avancer petit pas par petit pas. Ouais, à nouveau, en fait, c'est ça. Le problème, c'est de se faire coincer dans une case dans laquelle on n'a pas envie de rentrer, que ça soit, ben voilà, peut-être je suis en surpoids et j'ai envie de changer. Parce que je pense qu'il y a aussi ces deux façons de voir les choses. On peut être dans une situation corporelle qui nous convient pas et avoir envie de changer et que ça reste quelque chose de positif, parce qu'on va le faire sans être dans une haine de soi, sans être dans, voilà, je peux pas être bien tant que j'ai pas tel chiffre sur la balance. Ou bien ben, je peux être dans un changement corporel où, justement, qui est basé sur la honte, la haine, le dégoût, etc. Puis là, ça va de toute façon être négatif. Donc, je pense que tu as tout à fait raison dans le sens où c'est vraiment le postulat de base dans lequel on part, qui va déterminer la suite. Après, pour ces personnes, ben, c'est aussi, je trouve, très courageux, du coup, des personnes qui vont être dans ces mouvements plutôt d'acceptation, de parler de ça, parce que, en effet, ben, ça peut provoquer des vagues de commentaires négatifs. Et je pense qu'il faut être bien conscient avant de le faire, de savoir si on a les épaules de prôner ce genre de message, parce que ça peut être extrêmement violent. Et ça, je sais pas à quel point, est-ce que tu as déjà eu des gens en consultation, voilà, qui vivaient ce genre de situation, et puis comment ils le vivaient? Alors oui, sans aller dans l'extrême peut-être de quelqu'un qui a un compte body positive ou body acceptance, mais bien sûr, toutes les patientes m'expliquent les commentaires qu'elles ont reçus. Ça peut être des commentaires qui semblent anodins ou qui, sous couvert de bienveillance, sont quand même des commentaires grossophobes et qui sont des attaques qui viennent en rajouter une couche sur une image corporelle qui est déjà pas très positive. Mais ça peut être des commentaires sur le corps comme ah bah dis donc, toi, on voit que t'aimes bien manger, ou ce genre de commentaires, ouais, tu sais, je connais une diététicienne, si jamais je peux te donner le numéro, ou enfin, c'est des choses qui semblent parfois anodines. Alors oui, parfois il y a des commentaires très violents qui sont très directs, mais tu vois, ces petites choses un peu anodines comme ça, sous couvert de bienveillance, qui sont en fait des conseils non sollicités. Ça, c'est aussi... en fait, ça me fait penser que peut-être il faut commencer par clarifier quelque chose qui est très important. Et peut-être que ben, la plupart des gens qui vont nous écouter le savent, mais c'est très important de clarifier ça. C'est que on ne peut pas contrôler son poids. Il faut partir de ce postulat. On pense qu'en fait, on peut contrôler son poids, qu'on peut contrôler son corps comme si c'était une machine, en tournant un bouton ici, en mettant un petit truc là. Mais ça marche pas comme ça. Donc, euh, en fait, on peut mettre en place des choses pour prendre soin de soi, mais pour contrôler son poids et puis dire, voilà, moi, je veux peser tant et à telle période, je dois avoir perdu tant de kilos, c'est impossible. Donc, en fait, c'est pas une question de volonté de perdre du poids. Et puis, quand on part de ce postulat-là, après, on comprend qu'en fait, il n'y a aucun commentaire à donner à une personne qui serait en surpoids ou qui est insatisfaite de son corps. Mais en fait, ce message-là, il est encore dans la société très difficile à faire passer. On pense encore que gérer son poids, c'est facile. Il suffit de manger moins, il suffit de bouger plus, et basta. Mais en fait, Hmm. c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis, c'est pas une question de volonté, quoi. Oui, puis en termes de santé, finalement, il y a des personnes qui vont être peut-être en surpoids et qui vont finalement être plutôt en bonne santé, ou même typiquement quand on vieillit, être un peu en surpoids, c'est plutôt protecteur. Si tout d'un coup il y a une hospitalisation, les personnes qui sont assez maigres vont beaucoup moins bien s'en sortir et moins bien récupérer. Et alors qu'il y a des personnes qui sont hyper maigres et qui peuvent être en mauvaise santé, avoir voilà, des marqueurs une fois au bilan sanguin qui sont catastrophiques. Donc, je trouve intéressant ce que tu dis par rapport aux remarques et un peu la grossophobie latente comme ça. Je sais plus quand ça m'a frappé où quelqu'un voilà, félicitait, enfin pensait complimenter quelqu'un en disant ah, mais ah, bah, t'as dit voir, t'as perdu du poids comme si c'était automatiquement une bonne nouvelle. Alors peut-être c'est une bonne nouvelle, mais peut-être que la personne a perdu du poids parce qu'elle a un cancer, par exemple. Mhm. Et c'est vrai que juste on pense bien faire en faisant ce genre de remarques, mais
quelque part, la personne elle est peut-être au fond du trou, en dépression, puis c'est ça qui fait qu'elle perd du poids. Mhm. Donc, je pense que les conseils non sollicités, on peut élargir notre conseil à ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire que ne donnez pas de conseils si on vous les demande pas. Ouais, exactement. Euh, est-ce que tu peux nous dire enfin, quelles peuvent être les conséquences d'une mauvaise image de soi sur notre santé physique, sur notre santé mentale? Enfin, quelles sont les conséquences un peu de ces représentations qu'on a de nous-mêmes? Mhm. Alors, je pense que les conséquences, elles peuvent être comprises comme sur un spectre, en fait, avec différents degrés de souffrance et puis après de gravité. Mais disons que avoir une mauvaise image corporelle, ça va engendrer l'envie de vouloir contrôler son corps et l'envie de changer son corps. Donc souvent, on va commencer à faire des choses qui peuvent être un peu drastiques. Donc, c'est-à-dire, ah ben, allez, dès demain, c'est régime. Donc, c'est des pratiques comme ça qui peuvent être un peu restrictives. Euh, ou alors, par exemple, faire plus de sport qui peut mener à faire du sport à outrance. Et en fait, le point commun de toutes ces pratiques-là, c'est que en fait, on est ballotté entre le passé puis le présent. Le passé, c'est j'étais tellement bien quand je pesais ce poids-là ou quand j'avais ce corps-là, ou alors dans le futur, ah mais en fait, je serais bien que quand j'aurai perdu 10 kilos. Ça nous empêche d'être dans le moment présent et ça nous empêche de pouvoir faire ce qu'il faut maintenant pour prendre soin de soi. Donc, on n'est plus dans le prendre soin de soi, mais on est vraiment dans la préoccupation qui nous bloque et où on fait plus rien. Et le risque, en fait, c'est de se retrouver rigidifié là-dedans et de mettre en place de plus en plus d'actions qui sont hyper rigides et hyper strictes autour ben, de l'alimentation ou du contrôle corporel. Et puis en fait, c'est plutôt cette rigidité-là qui risque après d'amener des choses qui sont vraiment de l'ordre de la souffrance, voire même de l'ordre après du trouble, par exemple du trouble alimentaire. On sait que ça ne veut pas dire que parce que vous vous sentez pas bien dans votre corps et puis que vous voulez modifier un peu votre alimentation, vous allez tomber dans un trouble alimentaire. C'est pas ça. Mais on se rend compte que tous les troubles alimentaires commencent par une idée de un problème avec l'image corporelle, je veux modifier quelque chose et c'est un peu un cercle vicieux qui s'enchaîne. Donc je dirais que le risque, c'est vraiment de se déconnecter du présent et puis de mettre en place des choses qui sont en fait des règles trop rigides et des règles extérieures à soi qui finalement risquent de pas marcher. On sait que ben, les régimes, ça marche bien tant qu'on les tient, mais qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Ben, on n'en peut plus parce que c'est trop contraignant. Donc on lâche. Et puis quand on lâche, c'est un peu la pensée de bah, foutu pour foutu, maintenant que j'ai lâché, allons-y quoi. Donc la personne va remanger, parfois va même manger beaucoup plus parce que du coup elle s'est restreint. Et puis ben là, quand la personne ben, lâche et voit qu'elle a lâché son régime, ce qu'elle va se dire c'est bah, je suis nulle. C'est moi qui ai lâché le régime, je suis pas capable de tenir. Voilà, maintenant j'ai remangé beaucoup plus, je reprends du poids, vraiment je suis nulle. Et du coup, ben, elle retente de nouveau de recontrôler son image corporelle. Donc, tu vois, c'est un cercle vicieux qui se met en place. Et ben, ce qu'on doit faire, c'est essayer de sortir de ce cercle vicieux. Et puis, par rapport à ce que tu dis sur les variables externes, finalement, d'évaluation de soi, le problème, c'est qu'en effet, en fait, c'est complètement décorrélé de nos ressentis corporels, parce qu'on se fixe un chiffre qui sort souvent de nulle part, d'un magazine, d'un calcul, de je sais pas quoi. Et puis finalement, en fait, ça change rien qu'on soit 2 kilos au-dessus, en dessous, en termes de ressenti. Et des fois, moi, je vois des personnes qui se tracassent toute une vie pour 3 kilos. Et, et si je reviens par rapport aux réseaux sociaux et un peu à l'époque dans laquelle on est actuellement, où le fitness est à son apogée, j'ai l'impression. Enfin, les personnes qui sont à fond dans le fitness sont adulées en ce moment, alors que je pense que 99% de ces personnes sont dans un trouble alimentaire. Sauf que c'est plus Mhm. valorisé parce que c'est plus le trouble alimentaire où on est anorexique. Là, c'est le trouble alimentaire où ben, physiquement, j'ai un corps de statut grec, mais mentalement, je pense que c'est des personnes qui sont euh, en souffrance, quoi. Et Mhm. je pense qu'à ce niveau-là, on est dans une période assez compliquée parce que avant le trouble alimentaire, quelque part, on arrivait à voir ou à se dire non, mais ça,
c'est pas enviable quand même. Il y a un truc, on voit la souffrance qui est visible, alors que maintenant, j'ai l'impression que ben, le trouble alimentaire, visuellement, il est plutôt attirant. Donc, ça, c'est un truc, moi, qui me questionne beaucoup. Je me questionne aussi beaucoup sur, enfin, à notre époque, on n'est pas tout à fait exactement de la même génération, mais pas si loin. Euh, je sais pas, à notre époque, personne faisait du fitness quand ils étaient jeunes. Ça venait à peut-être 25 ans. Et puis, c'était souvent en complément d'un autre sport. Maintenant, j'ai l'impression que les gens, c'est le sport principal, c'est faire du fitness. Et il n'y a plus vraiment de je fais un autre sport, je développe des compétences, etc. C'est juste, je vais soulever des poids. Alors, je dis pas que ça demande aucune compétence, hein. On apprend au niveau mouvement, etc. Mais j'ai l'impression qu'on perd aussi le plaisir dans l'activité sportive et où on devient juste dans un truc de discipline. Voilà, c'est dur, mais je dois tenir. Je sais pas, toi, est-ce que tu as vu une évolution aussi à ce niveau-là au travers des années? Alors, de toute façon, depuis 2020, depuis le Covid, il y a une explosion des troubles alimentaires, ça c'est clair et net. Ok, Toutes les structures qui s'occupent des personnes souffrant de troubles des conduites alimentaires le disent, c'est vraiment chiffré. Donc ça, c'est clair. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs liés à ça, mais ce dont tu parles, ça, c'en est quand même clairement un. C'est cette survalorisation en fait de l'esthétique et puis de l'apparence qui, couplé chez certaines personnes à une mauvaise estime de soi, à peut-être des fragilités ou des particularités comme le perfectionnisme, comme l'influence des pairs, de l'entourage et tout. Donc, tout ça, en fait que l'entrée dans les troubles alimentaires, elle est précipitée. ouais, Et ben, c'est vrai que c'est très difficile avec les réseaux sociaux parce qu'encore une fois, on voit quelque chose. Donc visuellement, la personne, elle est valorisée parce qu'elle correspond à un standard de beauté actuel. Mais en fait, comme tu le dis derrière, souvent l'état de santé mentale et même physique de la personne, elle est vraiment dégradée. Donc ça fait vraiment souci. Euh, alors, je pense que tous les troubles des conduites alimentaires ont augmenté. ok. Euh, mais l'insatisfaction corporelle de toute la société a aussi augmenté. Ok. Donc, je pense que voilà, si on veut faire de la prévention, c'est très très important de pouvoir faire de la prévention avant que le trouble ne s'installe. C'est vraiment important qu'il y ait une prise de conscience sur ce qu'on peut faire sur l'image corporelle et puis avoir une image corporelle positive, saine, autour du corps, autour du sport, autour de l'alimentation. Donc, c'est vrai il y a un gros travail à faire de prévention. Et je trouve, bah, je rebondis encore sur cette évolution. Le côté encore plus vicieux finalement maintenant de cette image corporelle et d'avoir un physique incroyable, c'est bah, que maintenant en fait on peut gagner notre vie avec notre trouble alimentaire quelque part. Donc quelque part ça va être, non seulement c'est hyper valorisé, mais ça devient un plan de carrière de se dire mais en fait si j'ai une esthétique corporelle incroyable, ça peut me rapporter gros, ça peut devenir mon métier, et puis quelque part on est un peu bloqué là-dedans. Euh, je, J'écoutais un jour une interview de Thibaut InShape, donc, qui est ben, le youtubeur numéro un en France, donc a priori avec une grosse influence. Et puis, alors, il était invité dans un concept où ils allaient manger un tacos pendant l'interview. Alors lui, son tacos, c'était une galette, juste, je crois, de la viande, pas de sauce. Donc, il n'y avait rien en fait dans ce tacos. Et puis il disait que bah voilà, il savait qu'il allait avoir un gros repas, un mariage ou comme ça, il allait doubler sa session d'entraînement pour être sûr d'être OK au niveau calories, et puis, etc. Et puis bah voilà, moi enfin, ça me questionne, je sais même pas si ça me questionne, mais je trouve ça inquiétant. Alors je veux bien comprendre que c'est bah voilà, des personnes comme ça, c'est leur métier, qu'ils aient les abdos saillants. Mais je trouve inquiétant que ça devienne ça le modèle parce que bah, c'est ça en fait, l'alimentation, c'est un truc dont je dois avoir peur. Et puis il faut absolument que chaque calorie que j'ingère, elle soit brûlée dans la journée. Mhm.
Est-ce que, est-ce que tu vois du coup, parce que c'est vrai que ça a été longtemps considéré comme des problématiques quasi réservées aux femmes. Est-ce que avec cette augmentation, tu vois aussi plus d'hommes qui consultent pour ce genre de problématiques? Alors moi personnellement, pas beaucoup. Ouais. Mais je sais que les chiffres montrent aussi une augmentation chez les garçons d'abord, aussi de Hmm. plus en plus jeunes, comme chez les filles, les troubles alimentaires viennent de plus en plus jeunes. Mais je pense en fait qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a le fait que peut-être il y a encore une partie des hommes qui se disent mais je vais régler ça tout seul. Et Ouais, pour alors la ça, démarche d'aller chez un psy en ou général, c'est ça la réponse des hommes, en effet. malheureusement, donc messieurs, allez-y, c'est vraiment bien de prendre soin de soi et puis d'être bien dans sa vie. Et peut-être que quand même, les injonctions à la minceur, à la beauté sont toujours quand même plus présentes chez les femmes. Mais je nuance ça parce que vraiment, on voit aussi énormément d'injonctions, comme tu le disais, à la musculature, chez les hommes, à être grand, à avoir quand même un certain stéréotype de beauté. Donc, vous les hommes, vous êtes aussi soumis à ces choses-là, même si c'est moins visible. Oui, alors c'est ça, c'est que l'injonction, elle va pas être à la minceur, elle va être à avoir une musculature développée. Mhm. C'est vrai qu'à nouveau, je me rappelle au gymnase, il y avait quelqu'un qui était dans le gymnase et qui c'était le seul qui faisait du fitness. Alors bon, il est devenu, pour le coup, il est devenu bodybuilder, il est aux États-Unis, il est vraiment à un très haut niveau de bodybuilding. Mais bah voilà, pour nous, c'était un extraterrestre. Alors qu'il faisait, à l'époque, il avait la musculature à peu près que tous les jeunes maintenant de 18 ans ont. Et enfin, pour nous, ça nous semblait lunaire qu'il fasse ça. Alors que maintenant, c'est vrai, et ça, je l'entends maintenant, ce que j'entendais pas du tout avant, mais des jeunes, voilà, qui me disent, qui parlent de prise de masse, enfin, qui ont 18 ans et qui se disent qu'ils doivent prendre 10, 15, 20 kilos parce que ils sont trop secs, puis qu'ils n'arrivent pas à s'accepter. Mhm. Et ça, je trouve compliqué. Je pense le fait de faire que du fitness et pas un sport à côté, je pense que ça influence aussi ça parce que, je sais pas, moi je faisais du basket, ben, il n'y avait pas que le physique. Il y a la technique, et quelqu'un qui a un physique tout sec pourrait très bien s'illustrer et être fier de soi, de ses compétences. Alors que ben, quand c'est basé uniquement sur le résultat final, ben voilà, tant qu'on n'y est pas, ça, on vaut rien. Puis quelque part, après, on est bloqué dans cette prison où j'y suis, mais je dois y rester, sinon ma vie ne sera qu'une longue dégringolade. Mhm. Et surtout qu'elle sera de toute façon une dégringolade. Avec le temps, on va se dégrader. Donc, c'est vraiment, quand tu parlais de se fixer des critères externes, même en fait, quand on y arrive, si on y arrive, ben, en fait, ça devient une prison en elle-même. Puis la souffrance, elle reste là. Donc, c'est vraiment, comme tu Mhm. disais, le postulat de, en fait, ce qui est problématique, c'est de vouloir contrôler son corps et de vouloir absolument le changer en se disant qu'on sera mieux comme ça. Mhm. Maintenant, bon, si on a identifié ce problème, un petit peu les causes. Alors, ce qui est embêtant, c'est que ben, l'éducation, on ne choisit pas notre éducation, on ne choisit pas les pressions sociétales. Quelles sont en fait les pistes sur lesquelles on peut se lancer et quelles sont les pistes que toi tu utilises pour accompagner les personnes dans ces changements-là au niveau de leur image corporelle? Je pense une première chose, c'est de bien faire comprendre aussi que ben, on n'est pas obligé de s'aimer à la folie tous les jours et puis de se trouver beau ou belle pour prendre soin de soi. Donc ça, c'est aussi le premier message, comme on disait avant, c'est qu'on peut avoir des comportements proactifs pour son bien-être, pour sa santé, pour être bien avec soi-même, sans forcément devoir être in love avec soi-même tout le temps. Et puis c'est aussi de se dire, enfin moi, il y a des questions que j'aime bien poser aux gens qui viennent me voir. C'est par exemple, qu'est-ce que vous feriez si vous aviez le corps idéal dont vous rêvez que vous ne faites pas maintenant? Mhm. Et puis les gens ben, me disent souvent, ah ben... je mettrai des habits parce que j'adore la mode, je mettrai d'autres habits, j'irai plus souvent à la piscine, je sortirai plus souvent avec mes amis, j'irai boire des verres le soir en ville, peut-être que je rencontrerai l'amour. Et puis en fait, ben, on creuse, qu'est-ce qu'il y a d'important là derrière? C'est quoi qui est important derrière le fait de pouvoir s'acheter les habits qui nous font plaisir? C'est quoi qui est important derrière le fait de sortir et puis de rencontrer quelqu'un?
Je demande aussi quel genre de personne vous seriez avec ce corps-là. Je serais beaucoup plus sûre de moi, je serais beaucoup plus ouverte aux autres, j'oserais donner mon avis, par exemple. Puis on va creuser ça, en fait, parce que ça, c'est les vraies valeurs qui vont donner de la motivation. Et tu Hmm. vois, avant, on parlait de critères ou de règles externes. Et ben là, en fait, on va aller chercher les règles internes et puis les valeurs internes pour se dire, OK, ben on va avancer vers ça, en fait. Parce que le corps que vous avez maintenant, il est comme ça. On peut pas savoir, on verra si ça change ou pas. Mais en tout cas, maintenant, si c'est important pour vous d'aller plus vers les autres et puis d'être plus ouverte, puis d'avoir une vie sociale plus développée, ok, bah, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire ça? Hmm. Donc, c'est vraiment d'aller chercher quelles sont les motivations internes de la personne pour qu'elle n'ait plus de motivation externe et puis se dire, ah, mais je dois absolument faire le régime de Thibaut InShape parce que pour lui, ça marche. Et puis, voilà. Parce que non, peut-être que pour nous, ça marchera pas, puis c'est pas une vraie motivation interne. Donc ça, je crois que c'est hyper important. Et souvent, en fait, ça arrive que des personnes me disent, après un bon silence, elles me regardent, puis elles sourient, puis elles disent, ouais, en fait, je changerai rien. Je suis là, je peux déjà faire tout ce que j'aurais envie de faire. Et puis souvent, ça les fait un peu tilter, parce qu'elles se disent, ouais, en fait, je me rends compte que je m'empêche de faire beaucoup de choses à cause de mon poids, à cause de mon corps. Alors, ça amène de la souffrance de se rendre compte de ça, mais après, on peut au moins travailler sur, OK, alors, qu'est-ce qu'on peut faire petit à petit, des petits pas pour aller vers ce qui est important. Donc, c'est défocaliser en fait quel est le problème et de voir qu'en fait le problème, c'est pas le poids ou l'image, enfin le corps qu'on a, mais c'est le fait que ben, j'ose peut-être pas donner mon avis, j'ose pas m'affirmer, je suis pas assez entouré, j'ose pas m'habiller comme je veux, qui sont plein de choses. Alors bon, pour les habits, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire non, mais voilà, ces habits-là, ça, je peux pas le mettre du tout. Alors, ok, mais pour tout le reste, et c'est souvent le cas, il y a plein de choses en fait qu'on peut développer. Et du coup, bah, c'est vrai, quelque part, alors est-ce que c'est de l'évitement de notre part? Moi, je travaille aussi hein, comme ça, en disant de refocaliser ailleurs. Mais finalement, c'est remettre un autre objectif d'épanouissement. Puis que le but, c'est pas d'avoir un corps X ou Y, c'est de se sentir bien globalement. Euh, Mhm. et donc finalement, tu les accompagnes beaucoup plus sur des choses externes à directement l'image corporelle ou leur poids. Mais en fait, tu vois, c'est intéressant que tu me poses cette question, parce que si moi, en tant que thérapeute, je pars dans le truc du poids, je suis foutue. Puis ma patiente, elle est foutue aussi. Parce que si on tourne là-dessus, on va rester toujours sur des préoccupations sur le futur, le passé, sur des choses qui finalement peuvent pas changer. Parce que peut-être que la personne, elle va mettre en place des actions pour prendre soin de sa santé. Je sais pas, imaginons, elle va beaucoup plus promener son chien parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle adorait ça. Elle va marcher en montagne, elle a commencé la Zumba, elle a aussi adapté, peut-être qu'elle mange plus de protéines, qu'elle mange plus de légumes, mais imaginons, elle fait tout ça, puis son poids, il change pas. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Elle Mhm. arrête? Donc, en fait, c'est ça le truc, c'est que moi, en tant que psychologue, je dois prendre le truc à l'envers pour dire, OK, pour l'instant, jusqu'à maintenant, vous vous êtes toujours occupé de votre poids. Est-ce que ça marche jusque-là? Ah bah non, ça marche pas, parce que tout ce qu'elle a entrepris, bah ça marche pas. Et justement, c'est pour ça qu'elle vient me voir. Donc, du coup, on doit un peu changer de lunettes et puis changer de focale pour se dire, OK, le poids, pour le moment, on va le laisser de côté parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer. Par contre, prendre soin de vous et puis faire en sorte que vous ayez une vie qui soit épanouissante, où vous vous prenez pas la tête tout le temps avec votre alimentation et votre image corporelle, ça, il y a plein de choses à faire. Et puis petit à petit, en fait, en flexibilisant tout ça, en flexibilisant aussi les pensées vis-à-vis du corps, parce que ça, on travaille aussi, toi tu le fais certainement beaucoup aussi avec tes patients, on travaille sur les pensées qui accompagnent l'insatisfaction corporelle. Petit à petit, on arrive à élargir un peu le répertoire des comportements, des actions que la personne va faire pour son bien-être. Et est-ce que les personnes acceptent du coup ce point, cet axe de travail? Ou bien, parce que ça, c'est des fois des choses que je peux voir. Moi, c'est plus autour de l'anxiété que les gens viennent me voir, puis où ben voilà, ils arrivent avec mon problème, c'est mon anxiété. Alors que non, souvent le problème, c'est pas l'anxiété, c'est qu'est-ce qu'il y a en dessous, et puis c'est le fait c'est de ne pas accepter de lâcher prise du contrôle, ou c'est pas accepter que c'est un signal d'alerte qui nous dit, ben, en fait, ton couple, ton job, ou quelque chose, il y a quelque chose à changer, enfin bref.
Mais des fois, ils ont de la peine à accepter que moi, mon postulat, c'est que non, en fait, l'anxiété, c'est pas le problème. Donc, toi, est-ce que ces personnes, elles acceptent que tu ne travailles pas sur leur poids, puis que tu travailles sur autre chose? Ou bien est-ce que tu vois il y a pas mal de suivi où les personnes se disent, bah non, en fait, je vais aller voir quelqu'un d'autre qui va me faire mon plan alimentaire et puis qui va me faire perdre du poids? Ça peut arriver, mais le 99% pas. Parce qu'en fait, bon, la première chose que je fais, c'est de valider cette souffrance. Parce que oui, c'est une souffrance de pas aimer son corps, c'est une souffrance de tout le temps être dans la lutte, de tout le temps réfléchir à comment on pourrait faire pour être différent. Et puis ça, je crois que c'est hyper important de pouvoir le valider et puis de dire c'est vrai, dans la société dans laquelle on vit, c'est aussi difficile de pouvoir s'accepter comme on est. Donc on va aussi travailler là-dessus, mais très rapidement, j'explique qu'en fait, si on reste le ou la patiente et moi bloqués sur le poids, en fait, on va pas pouvoir avancer. Et puis du coup, bah, il y a pas mal d'exercices, il y a pas mal de schémas aussi que je montre pour expliquer que on n'a pas tellement les clés en fait actuellement pour travailler vraiment sur le poids, mais qu'il y a plein d'autres choses qu'on pourrait faire. Moi, ce que je préconise aussi, c'est que ben, si quelqu'un vient me voir et qui est vraiment en grande difficulté avec son alimentation, c'est de travailler avec un ou une diététicienne à côté et un médecin, par exemple, pour qu'il y ait vraiment une prise en charge globale et puis qu'on évite qu'il y ait, par exemple, un basculement dans un trouble du comportement alimentaire ou qu'il y ait vraiment des choses vraiment nutritionnelles qui soient dans le mauvais chemin puis trop restrictives. Donc moi, je vais vraiment m'occuper du côté psychologique, émotionnel, et comme ça, ben, le professionnel de santé du côté diététique va pouvoir s'occuper de l'alimentation. Mais en général, les gens comprennent assez vite, aussi parce que je leur demande ce qui a marché. Les Ok. gens, ben, s'ils me disent, voilà, j'ai fait des régimes, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et que je sens qu'il y a une certaine résistance qui est normale, on explore, on dit, OK, bah, comment ça a marché jusque-là? Quand vous avez fait ça, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et bien souvent, ben, les personnes se rendent compte que ce mode de pensée, puis que ce qu'ils ont mis en place jusqu'à maintenant, bah, effectivement, ça n'a pas marché, puis ça les a menés là où ils sont, donc c'est-à-dire dans une grande souffrance, chaque fois un peu plus enfoncés dans ces préoccupations corporelles. Hmm. Et donc, je rebondis un petit peu sur ce que tu as dit tout à l'heure. Finalement, enfin, comment je comprendrais le côté body acceptance ou body positive, ça serait plus pas forcément de se convaincre que mon corps c'est super, puis du coup de focaliser toujours sur le corps, puis dire bah non, en fait, je suis en surpoids, mais regardez comme c'est super et comme je peux être belle en surpoids, mais plus de défocaliser, puis dire bah en fait, un corps, n'importe quel corps peut faire plein de choses. Et c'est pas parce qu'on est en surpoids qu'on peut pas avoir des relations sociales, qu'on peut pas faire du sport, qu'on peut pas faire plein de choses en fait qui nous feraient plaisir. Mhm. Ouais. Euh, Tu parlais d'exercice. Alors bon, c'est pour me faire un peu une idée tu vois, comment tu travailles et pour donner aussi une idée aux gens qui écoutent ça, de se dire, hop, en fait, il y a des choses que je peux faire pour travailler sur ça. Ça ressemble à quoi un petit peu un accompagnement avec toi? C'est quoi un peu des étapes ou des exercices au travers desquels tu passes? Voilà, ça m'intéresse. Mhm. Alors moi, je travaille de différentes manières. Donc, je travaille généralement dans des accompagnements privés, mais je fais aussi des accompagnements de groupe avec des ateliers sur l'image corporelle qui s'appellent le Body Project. On va travailler un petit peu différemment ces deux configurations, mais dans l'atelier Body Project en groupe, on va vraiment travailler sur l'image corporelle, d'où ça vient, les déconstruire, la manière dont nous, on a élaboré notre image corporelle, aller déconstruire aussi les injonctions de la société, se soutenir aussi en groupe, parce que quand on est plusieurs, qu'on se rend compte qu'on vit la même chose, bah, c'est toujours aussi plus facile de valider son propre ressenti, puis se dire, bah, je me sens un peu moins seule, parce que je sais que d'autres vivent la même chose. Ok. Et puis, en individuel, il y a, on va dire, un travail qui est en profondeur aussi, parce qu'on va aller chercher ben, d'où ça vient. Peut-être qu'il y a des choses qu'on va pouvoir faire à propos de ça et puis comprendre un peu comment les mécanismes d'insatisfaction corporelle se sont mis en place. On va travailler, vu que moi je travaille avec les thérapies cognitives et comportementales, on va travailler sur les pensées, on va travailler sur les émotions
et sur qu'est-ce que ça implique, ces pensées, ces émotions, sur ce qu'on fait, sur nos comportements. Et puis on va essayer d'aller un petit peu couper les cercles vicieux qui pourraient se mettre en place sur l'insatisfaction corporelle. Alors c'est difficile comme ça de dire, de détailler, parce que toutes les prises en charge sont complètement différentes, Hmm. mais peut-être une piste pour les personnes qui nous écoutent, ce serait de se dire, en fait c'est quoi, mais peut-être si je te pose la question à toi, Julien, c'est quoi le truc le plus incroyable dans ta vie que ton corps il t'ait permis de faire? Euh, ouais, alors il y aurait plein de choses, hein. Moi, je dirais bon, la capacité à se remettre finalement. Enfin, je trouve ça incroyable. Moi, j'ai eu plusieurs problématiques physiques. Enfin, j'ai eu notamment une maladie chronique. J'ai une RCUH, donc un peu comme la maladie de Crohn, mais que au côlon. Donc, d'un côté, tu vois, je pourrais en vouloir à mon corps, même si ce serait idiot, parce que je pense que je peux m'en vouloir à moi ou à tout ce qui aurait pu créer ça d'externe, parce que je pense pas que c'est mon corps qui ait décidé de dysfonctionner dès le départ. Mais d'arriver à voir, ouais, moi, c'est ça qui me fascine, c'est la capacité à soigner. Je fais beaucoup de sport, donc j'ai quand même régulièrement des petites blessures, des choses comme ça, et puis de dire, mais en fait, en permanence, mon corps, il est en train de régénérer des cellules, de soigner mes tibias, mes mains, mes machins. Et ça, je trouve, au-delà de plein de choses que j'aurais pu faire, je trouve ça, je trouve ça assez fou. Et c'est vrai je trouve intéressant que tu aies parlé de gratitude tout à l'heure, parce qu'on oublie à quel point c'est un miracle, en fait, d'avoir un corps comme ça. Mhm. Ouais, je trouve magnifique l'exemple que tu donnes parce que ça montre qu'en fait, tu vois ton corps plutôt orienté solution que plutôt problème. Et puis c'est ça en fait qu'on essaye de faire, c'est de se dire, ok, ben il y a peut-être des choses que j'aime pas dans mon corps, peut-être qu'il a des limites, et puis c'est normal. Mais en fait, je peux aussi voir tous les bons côtés qu'il y a. Et puis toutes les choses qui me permettent de faire chaque jour, au quotidien, ou des choses incroyables qui me permettent de faire. Ouais, puis on pourrait se dire, notre corps, il pourrait nous en vouloir. Enfin, je sais pas, moi, je me suis fait les chevilles en faisant du basket, je sais pas combien de fois, je me suis tordu. Enfin, maintenant, je fais beaucoup plus attention à comment je mange, mais je veux dire, pendant des années, je mangeais vraiment pas terrible, tu bois de l'alcool. Enfin, tu te dis, le corps, des fois, il doit se dire, attends, mais là, vraiment, qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Et pourtant, il est toujours de bonne foi et puis de bonne volonté, quoi. Il essaie toujours de faire au mieux, même quand on lui donne que de la haine. Donc, ça, je trouve assez fou. Et c'est vrai que oui, il y a des périodes, j'aurais pu en vouloir à mon corps, de me lâcher ou comme ça. Mais je sais pas, bon, j'ai eu la chance d'être plutôt dans une optique de voilà, ben, en fait, tu fais de ton mieux et puis là, tu as besoin d'une aide externe. Mhm. Je vais te poser une question, pardon, un peu plus personnelle peut-être, dans le sens où tu as des enfants. Et comment enfin, est-ce que comment tu essaies d'amener ce côté en fait d'acceptation du corps, de la nourriture, que ça soit pas un sujet en fait pour tes enfants. Parce que ça, c'est pas forcément évident. Alors je pense d'avoir plein de connaissances, ça peut être aidant, mais ça peut être hyper stressant, puis quelque part amener à un trouble alimentaire, parce qu'on se dit on veut tellement faire attention à ça qu'en fait, bon, justement, on en fait un sujet. Comment comment t'abordes ça? Mhm. Alors c'est intéressant ce que tu viens de dire à la fin, c'est que là, je crois que la première chose, c'est déjà de lâcher prise, parce que vu que je suis dans le domaine, j'essaye peut-être aussi de tout maîtriser et puis ben essayer de lâcher prise par rapport à ça. Et puis c'est de surtout leur faire comprendre qu'en fait, ils ont leur propre boussole interne. J'ai deux enfants, ils sont très différents au niveau de l'alimentation. Donc, c'est de leur faire comprendre aussi qu'on a chacun nos besoins différents et que ça, on peut le respecter. De se dire, OK, si moi j'ai plus faim, bah, je mange plus, puis c'est OK. Et si moi j'ai encore faim, puis que je mange encore, bah, c'est OK. Après, Hmm. bien sûr que ben, je trouve important aussi pour les enfants de leur donner une éducation nutritionnelle, c'est-à-dire un vocabulaire nutritionnel le plus large possible, en leur faisant découvrir le plus d'aliments possible, en ayant soi-même en tant que parent un regard aussi positif sur l'alimentation. Waouh, c'est magnifique, regarde ces belles aubergines. Ah, waouh, là c'est la saison des courges, ça va être génial, moi j'adore ça.
Et puis même si eux, voilà, en étant petits, c'est plus compliqué parce qu'il faut, voilà, c'est parfois des goûts un peu différents des nôtres, mais c'est pas grave en fait de les permettre, de leur permettre de connaître toute cette étendue de choses magnifiques qu'on peut manger, et puis ben, d'être attentif à leurs propres signaux internes. Hmm. Les choses comme finis ton assiette, il y a des enfants qui ont rien à manger dans le monde. Ça sert à rien en fait. Enfin, c'est contre-productif parce qu'on va à nouveau mettre des critères externes à une régulation qui est interne en fait. Hmm. Donc, c'est surtout apprendre à l'enfant à dire, là, tu vois, tu as déjà mangé 4 chocolats. Est-ce que tu veux encore en manger un? Ok, je comprends que ce soit hyper bon, mais rappelle-toi, la dernière fois, quand on a mangé plus, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, bah, j'ai eu hyper mal au ventre. Ok, alors qu'est-ce que tu fais? Ah ben peut-être je le garde pour le goûter. Super, génial. Et puis ben, d'essayer plutôt de travailler comme ça que de dire non, alors il n'y a pas de dessert parce que tu as déjà mangé beaucoup, puis j'ai peur que tu deviennes gros. Ça va être compliqué. Donc, Ouais. c'est déjà pour l'enfant, puis c'est aussi les remarques qu'on fait sur son propre corps à soi et sur sa propre alimentation à soi. Dire, regarde, maman, elle mange que de la salade parce qu'elle est au régime et que ce soir, il y a une fondue qui est prévue. Non, on fait pas de commentaires sur son alimentation. On essaye soi-même d'avoir une alimentation la plus sereine possible. Et si c'est difficile pour soi en tant que parent, on se fait accompagner en tant que parent pour pouvoir aussi avoir un exemple sain et serein à montrer à ses enfants. Et je crois qu'il n'y a Hmm. pas de honte à ça aussi. Souvent, moi, j'ai beaucoup de parents qui, justement, une fois qu'ils ont des enfants, se disent, oh mon Dieu, là, ça va pas du tout, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour moi parce que j'ai peur de transmettre, en fait, mes préoccupations corporelles à mon enfant. Et puis ça, c'est génial comme démarche, quoi. Moi, c'est un peu un questionnement que j'ai actuellement parce que je suis papa depuis un mois et Bien, félicitations. merci. Euh, mais je me questionne beaucoup parce que sur où est-ce qu'on met la limite, dans le sens où, voilà, je sais que ben, notre génération, au niveau de l'alimentation, enfin, nos parents n'étaient pas forcément. Enfin, moi, j'estime que j'ai été plutôt bien nourri et que mes parents savaient quand même avoir une éducation par rapport à ça. Néanmoins, c'était quand même l'époque des produits industriels, machin, et j'ai quand même avalé pas mal de choses vraiment pas terribles. Donc, je me questionne beaucoup sur comment faire actuellement quand tu vas dans un supermarché. Tu sais que 95% du supermarché, c'est des choses pas terribles qui sont dedans. Comment faire pour maintenir une bonne vision de l'alimentation quand voilà, je vais aller, alors là, elle est toute petite évidemment, mais quand j'irai avec elle au supermarché, puis qu'elle me dit, ah, on prend ça, puis je devrais lui expliquer, enfin, je sais pas si je devrais lui expliquer justement, mais que ben non, en fait, il y a le rayon légumes, et puis tout ce qui est déjà préparé, pourquoi est-ce que papa il passe 3 minutes à lire derrière le paquet, enfin. Je trouve pas évident d'arriver à être dans un truc où ben, j'ai donné le meilleur, puis avoir une éducation sur le fait que c'est problématique, ce genre de produit, et en même temps, pas diaboliser la nourriture, puis en faire un méga sujet, tu vois. Mhm. Mais je pense que c'est tout à fait possible, en fait, puis c'est pas l'un ou l'autre. C'est le fait de se dire, de partir du principe qu'en fait, peu importe l'aliment, il n'y a pas de valeur morale derrière les aliments. Enfin, la valeur morale, enfin, un brocoli n'a pas une meilleure valeur morale qu'un Snickers. Mais c'est de se dire, ben, on a des valeurs dans l'alimentation. Toi, tu as tes propres valeurs que tu as envie de transmettre à ta fille, puis c'est super. Et puis, bah, de montrer positivement pourquoi c'est important pour toi. De dire, regarde là, si tu manges ce beau brocoli, là, waouh, après ça, comme ça se transforme dans ton corps, c'est trop génial. Et puis, tu vois, bah, c'est un paysan qui l'a cultivé près de chez nous. Regarde, il y a même son nom sur l'étiquette. Enfin, voilà, ce genre de choses. Euh, Plutôt que de diaboliser puis dire non, ça c'est interdit. Tu vois, on parlait des règles avant, des règles strictes ou flexibles. Là, c'est un très bon exemple pour s'entraîner à ça. C'est de se dire, OK, tu adores mes enfants, bah voilà, ils adorent la pâte à tartiner. Encore hier, ils me montraient un énorme pot de pâte à tartiner, puis j'ai dit, bah, tu vois, je comprends que tu aimes ça, mais on en a déjà à la maison, et puis ben ça, on pourra l'utiliser quand on fera des crêpes, par exemple. Hmm. Alors chez moi, bah, la règle, c'est on n'en mange pas tous les jours, mais cette règle, elle n'est pas inflexible. C'est-à-dire que bah, quand on mange des crêpes, c'est hyper sympa de mettre de la pâte à tartiner dessus. Et puis peut-être qu'il y a une autre fois où je serai d'accord et puis où il n'y a pas de souci. Hmm. Ouais, c'est vraiment de pouvoir flexibiliser ces règles. C'est un peu comme si tu traverses la route, ben, tu traverses quand c'est vert, il n'y a aucun souci. C'est important, ça te protège.
Mais si tu traverses la route à 2 heures du matin, qu'il n'y a aucune voiture et puis qu'il n'y a pas un chat, ben, tu vas traverser même si c'est rouge. Hmm. Donc c'est en fait de pouvoir flexibiliser un peu les règles et puis de se dire, ouais, c'est vrai que une fois ça peut être sympa aussi d'ouvrir le pot de pâte à tartiner et puis de manger à la cuillère comme ça et puis on en rigole tous ensemble et puis c'est chouette. Hmm. Et en même temps de mettre quand même un cadre à ce que toi tu veux montrer à tes enfants. Puis quand je lui montre le nom du paysan, je lui dis pas qu'il est probablement en burn-out. On s'en Et dit pas. Ce sera ça, une autre étape. ça on attend quelques années avant d'expliquer. Mais c'est important, tu vois, ça fait aussi partie de ça. Puis de dire, ben, en fait, tu vois, moi, je préfère acheter tel ou tel produit parce qu'aussi derrière, ben, il y a des gens qui, dont c'est le métier, qui produisent cette alimentation. Puis, ben, tu vois, après, on pourrait se dire que ça va plus loin parce qu'il y a quelque chose de philosophique et vraiment qui a trait à nos valeurs, dans ben, le côté éthique, le côté respect de l'environnement aussi. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on peut apprendre à nos enfants Hmm. et qui sont pas dans l'idée de avoir tel ou tel poids, telle ou telle apparence. Et puis accepter qu'à l'adolescence, ils foutent tout en l'air et puis ils veulent boire du Capri Sun Totalement, et puis des totalement. trucs terribles, Courage, quoi. courage. Je m'attendais pas encore là. C'est ça, j'ai quelques années devant moi à tenir. Exactement. Ouais. Je voulais te demander, pour des personnes voilà, qui auront apprécié cet épisode, assurément, je pense la totalité, hein, on va pas se cacher, euh, est-ce que tu aurais des ressources, que ce soit des livres, des podcasts, peu importe, que tu recommanderais pour des personnes voilà, qui se questionnent sur leur corps, sur cette image corporelle? Est-ce que tu as des ressources à proposer? Mhm. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont disponibles et puis c'est super. Donc, on parlait aussi bah, de ce mouvement de body positive. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de professionnels et beaucoup de personnes qui proposent des chouettes contenus. Donc, triez aussi vos contenus de réseaux sociaux. Par exemple, sur les réseaux, vous pouvez suivre Ariane Lapsy, qui est une psychologue française qui est aussi spécialisée dans l'image corporelle et les troubles du comportement alimentaire. Il y a aussi la psy des kilos, Laurence Herra, qui est psychologue, Erika Fournel, qui est une diététicienne, Zoé Dubuis, qui est aussi une diététicienne. Il y a aussi des comptes body positive, donc je pensais particulièrement à Harmonie Albertini, Ok, qui est vraiment dans l'idée de body positive. Il y a un compte moi que j'aime bien sur le mouvement et le sport, ça s'appelle Corps en Move. ok, Hyper intéressant pour expliquer justement qu'on peut faire du sport à tous les poids. Et puis si vous deviez acheter un livre, je vous conseillerais d'acheter celui de Florian Safer qui s'appelle Je fais la paix avec mon poids, qui est vraiment hyper bien expliqué, hyper progressif avec plein d'exercices à faire. Donc ça c'est vraiment un chouette livre. Et puis, il y a un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Mangeuse libre de ok. Alice Hussonnois, qui est une diététicienne française, qui est vraiment hyper intéressant. Après, ben, si les gens qui nous écoutent et qui nous regardent ont des questions, ils peuvent de toute façon me contacter. Et puis moi, je leur donne aussi des ressources plus particulières sur des thèmes plus précis. Hmm. Mais il y a énormément de choses qui se font, donc vraiment, de faire le tri dans ces médias, c'est important. Trop bien. Bah, alors là, ouais, en effet, il y a de quoi faire avec tous les noms que tu viens de nous citer. Donc, à vos devoirs. Euh, bah, je vois qu'on arrive gentiment au bout de notre heure d'interview. Je voulais te demander qu'est-ce que je pourrais te souhaiter pour cette fin d'année, mais pour les mois à venir. Ah, bonne question. Écoute, d'avoir toujours autant de plaisir de recevoir des patients et des groupes en consultation. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, j'aime tous les patients, toutes les personnes qui viennent me voir. Vraiment, j'ai un profond respect, une profonde admiration et une profonde tendresse pour toutes les personnes qui viennent me voir. Donc, de continuer à avoir ce plaisir. Et puis, d'avoir peut-être plein de projets différents. J'aime bien quand mon travail est divers et varié. Est-ce que tu as un projet en cours ou quelque chose dont tu aimerais parler euh, là, qui va venir ces prochains mois? Alors justement, comme j'en parlais avant, il y a les ateliers Body Project, donc qui sont vraiment centrés sur l'image corporelle.
qui vont avoir lieu au mois de novembre. Donc, il y a encore de la place pour des inscriptions. Alors, bien sûr, c'est à Fribourg, c'est en présentiel à Fribourg. Je vais mettre en place aussi des ateliers sur Zoom, je pense, au début de l'année prochaine. Donc, peut-être pour les gens qui habitent plus loin, ce sera possible à ce moment-là. Mhm. Mais vous trouverez toutes les infos sur mon compte Instagram et puis sur mon site internet. Donc, n'hésitez Super. pas à me poser des questions. Trop bien. Bah, en tout cas, je mettrai toutes les infos dans les notes du podcast ou de la vidéo YouTube, suivant où les gens viennent regarder ça, pour que, voilà, justement, qu'ils puissent te contacter s'ils ont envie de bosser avec toi en présentiel ou à distance. Et puis, ou bien simplement de profiter du contenu, parce que c'est vrai que tu produis pas mal de contenu sur les réseaux sociaux, du contenu de qualité, donc je peux que encourager les gens à venir consulter ta page. C'est pour ça aussi que ben, je t'ai invité sur le podcast, c'est que bon, j'invite que des gens, voilà, que j'admire, dont j'admire le travail. Et puis, ben, en plus, t'es pas si loin de chez moi. Donc, je trouve cool aussi de mettre en avant des personnes qui sont en Suisse. Ben, bravo aussi pour ce travail-là. Et puis, ben, du Merci. coup, je te souhaite ouais, que ça continue comme ça, que tu continues à avoir du plaisir. Parce que je crois que c'est le maître mot. C'est qu'on puisse continuer, surtout quand on est indépendant. Je pense que c'est important d'arriver à toujours garder du plaisir dans ce qu'on fait, pas qu'on devienne enfin, pire qu'un mauvais boss avec nous-mêmes. Exactement. Bah, merci à toi. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié nos échanges. Merci de ton invitation. Avec grand plaisir, et puis ben, à une prochaine peut-être. Peut-être Ça que. marche. Parce que là, mes podcasts, ça fait 3 ans là que je suis dessus, donc c'est pas exclu que on fasse des comebacks à l'avenir, donc ce sera avec grand plaisir en tout cas. Avec plaisir. Super. Ciao, ciao Isabelle. Merci. Ciao.